En fait, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit si je fais du dessin, si je veux gagner ma vie avec, c'est illustration. Donc j'ai commencé à me définir comme ça, à chercher du travail à travers ça. Et puis plus ça a avancé, plus je me suis rendu compte que mon travail allait bien au-delà que la commande. C'est assez compliqué en fait qu'un mot définisse à ce point à quel point avec qui on va dialoguer. C'est qu'à partir du moment où on se dit plutôt dessinateur ou artiste, on va atteindre plutôt des sphères de galerie ou d'institutions. Moi j'ai cherché toujours à faire ça plutôt que de répondre à une commande. Et puis illustrateur, c'est aussi un endroit de précarité. C'est un métier de dessin qui est très peu payé. Des dessinateurs qui sont reconnus, on va dire, en tant qu'artistes, qui exposent dans des galeries, vont avoir une valeur ajoutée sur leurs dessins qu'ont pas les illustrateurs. Donc c'est vraiment cette espèce de dénomination de case qu'on a créée, mais après, je suis dessinateur, ça englobe un peu tout. Quand j'ai quitté l'école, je détestais la couleur. Je faisais que des dessins en crayon de papier en noir et blanc, je voulais que du noir et blanc. Et en fait, ça m'étouffait et je n'y arrivais pas. D'ailleurs, le dessin ne marchait pas, ma carrière ne se lançait pas vraiment. Et j'ai commencé à reprendre la couleur, et avec les crayons de couleur de manière un peu enfantine, enfin, en tout cas de repartir avec une forme de base assez simple. Puisque je travaillais qu'au crayon de papier, je me suis dit ça reste une continuité dans le crayon. En fait ça m'a apporté tellement de joie et j'ai tellement aimé, et en fait c'était presque un truc aussi d'apprentissage, c'est-à-dire que si je commençais juste avec du bleu, du jaune, du vert, du rouge disons, je pouvais faire moins d'erreurs que si je commençais à trop complexifier les couleurs. Puis finalement je me suis rendu compte que c'était pas juste une simplification. C'était en fait ce que je préférais. Quand même pendant longtemps, oui c'était bleu. C'était que le bleu que je voulais utiliser. Pour la mélancolie, on en reparlera. Mais ouais, et après finalement oui, j'ai quand même un peu étendu ma palette parce qu'il fallait. Mais ouais. Et puis ça permet en fait quand on veut traiter des choses qui sont très naturelles, ou en tout cas très réalistes parfois, utiliser des couleurs qui tranchent, ça force à sortir un peu du réalisme. C'est quand on a tendance à faire la peau trop rose pour coller trop réalisme, ou des cheveux qui essayent de toutes les nuances pour pas faire blond. On fait comme les enfants, on se dit putain en fait les cheveux jaunes pour blond, en fait ça marche mieux en dessin potentiellement que juste faire une espèce de nuance de marron, de gris, de jaune, mais voilà, ça permet d'avoir un truc plus comique. Et puis les crayons de couleur que j'utilise sont très spécifiques, enfin ils sont très gras. J'appuie tellement dessus que ça devient comme de la peinture. Le but c'était de rechercher ça, c'était comment je pouvais utiliser le crayon de couleur pour dépasser le médium lui-même et en faire autre chose. Comme le pastel était trop gros, trop gras, manquait de précision. Et dans le crayon de couleur, dans celui que j'ai trouvé en tout cas, ça me permettait de créer cette espèce de rendu en tout cas. Ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec une forme de narration, puisque je faisais que des images qui étaient séparées. Un jour j'ai pris un Leporello, donc un carnet en accordéon, donc, qui fait que finalement ça crée une continuité entre toutes les images qu'on fait, puisque quand on les déplie, ça fait comme une frise, ou en tout cas les dessins sont tous liés. Et en même temps je commençais à rentrer dans le cinéma à fond, enfin de retourner dans le cinéma à fond, surtout avec Elephant de Gus Van Sant. Et pour moi, c'était comme si c'était le même long travelling. Enfin, je suis obsédé par ce travelling de Elephant et j'avais envie de reproduire ça par le dessin. Donc j'ai commencé à prendre ces carnets qui se déplient en faisant juste un petit personnage qui avançait comme ça, un peu comme l'Alinéa. C'était un truc sur Canal+ il y a longtemps. Et en fait, j'ai gardé ces carnets parce que vraiment, il y avait ce truc de ok, même si quand je fais des dessins qui n'ont rien à voir ensemble, est-ce que quand je déplie, je vois peut-être une continuité ou un lien avec des choses que j'aime. Et après, quand j'ai développé plutôt de la narration, vraiment avec du dialogue et tout ça, ça faisait encore plus sens, quoi. Surtout pour des scènes, donc une scène qui ne s'arrête pas. C'est pas des travelling forcément, mais en tout cas avec un cut, quoi. Et du coup, cette espèce d'idée comme une bobine en fait. C'est pour ça que j'aime bien ces carnets-là. Mais j'ai pas de carnet page par page. Tous les carnets que j'utilise, c'est ceux qui se déplient. C'est comme les couleurs en primaire, c'est à la fois une solution et une contrainte qui me pousse à trouver les solutions. Ça me force à sortir de juste la jolie image qui serait toute seule. Donc parce qu'il y en a une avant, une après, et ça crée du dialogue, et la narration se crée par le dialogue. Tout ce que j'aimais moi quand j'étais gamin, j'étais beaucoup devant la télé, bien que mes parents n'aimaient pas trop ça, mais en tout cas beaucoup devant la télé, devant les jeux vidéo et tout. Et en fait, je pense qu'il y avait tout un truc de consumérisme aussi qui faisait que quand on aimait le dessin animé, il fallait avoir le t-shirt qu'elle allait avec, la figurine. En tout cas, on pouvait posséder plus loin que ce qu'on voyait. C'est un peu comme, je sais pas, avoir un vinyle, un album, aller voir le concert, c'est une entité en entier, et le film, je suis pas très attaché au DVD, au Blu-ray, au physique du film, à part le cinéma en soi. Et en fait, ces images-là, je les ai tellement regardées encore et encore, c'est qu'il y a un truc à un moment, j'ai fait une overdose de mes propres références aussi. J'ai vu My Own Private Idaho en boucle pour me sauver aussi un peu, un truc très comme des totems en fait, ces films-là aussi. C'est que j'y retourne à chaque fois que j'ai besoin de ressentir un truc, ou en tout cas de me rappeler quelque chose, ou de me sentir bien dans un espace que je connais bien. Et du coup, de les dessiner, oui, ça devient moi le réalisateur, c'est que c'est à moi. J'ai pas l'impression de faire communauté quand
quand je vais dans ces films-là. Par contre, quand je vois l'ensemble des films que je mets ensemble, oui. Mais il manquerait John Waters, il manquerait pas mal de gens quand même. En fait, quand j'ai trouvé des films, je savais pas que l'humanité avait produit ça. Je me disais, comment on a pu me laisser seul, avoir trop de questions identitaires, tout seul dans mon coin. Et puis j'ai commencé à avoir un ordinateur dans ma chambre. Et alors ça, c'était incroyable. Enfin, du coup, on tape film gay, top film gay, j'en sais rien. Et puis en fait, on se dit, ok, bon, bah, je commence. À l'époque, en 2000, quand j'ai commencé, en 2006 peut-être, il n'y avait pas 1 million de trucs. Alors Greg Araki, ma sœur m'a quand même donné beaucoup. Greg Araki, elle adorait ça. Donc elle m'a fait ce lien-là. Mais il y a eu Chansons d'amour quand même. Christophe Honoré à l'époque, il était quand même assez important. Gus Van Sant est venu un peu après, mais dès que j'ai découvert, c'était incroyable. Et puis en fait, voilà, un réalisateur ne parle jamais seul, donc il parle toujours de références qu'il a lui-même, etc. Donc ça fait famille comme ça. Pour moi, la question de l'identité queer est indissociable de la mélancolie. En tout cas, elle a été très longtemps dans le cinéma. C'était très dur de ne pas trouver un film où on mourrait tous du sida, quoi. Enfin, et ça, c'était quand même assez insupportable, sachant que moi, j'ai commencé à me poser à regarder ces films-là en 2005-2006. On était déjà dans une autre période que les années 80 ou alors post-80, etc. Donc il y avait un truc, et je pense que beaucoup de gens de ma génération, ou même plus jeunes aujourd'hui, demandent des films queer ou demandent des fictions queer qui ne sont pas, qui sortent de ce truc-là, quoi, qui sortent de le thème, c'est l'impossibilité d'être ensemble dans un monde qui ne veut pas, ou on va mourir parce qu'il y a le sida, etc. Ça reste important, mais en tout cas, ça a constitué énormément le bagage de notre histoire culturelle en tant que communauté queer. Et en fait, et en même temps, ça fait sens parce que moi, j'ai grandi en étant harcelé, violenté, insulté. Enfin, bon, ça aide pas à pas être mélancolique, quoi. Et puis en fait, le film, ça aide à ça, comme la littérature, c'est que à partir du moment où on se rend compte qu'on est triste ou mélancolique, quand on se rend compte qu'il y a des œuvres qui nous aident, en fait, qui fait qu'on n'est pas, ça ne nous empêche pas d'être mélancolique, c'est pas un médicament. Par contre, ça rend la mélancolie plus douce et plus poétique. Donc on se dit, bon, si je dois continuer à ressentir ce sentiment, autant lui ajouter quelque chose, quoi. Et ces films-là, pour moi, ils ajoutent profondément quelque chose. Il n'y en a aucun qui est foncièrement totalement joyeux, à part Splendor, parce que je voulais un peu un truc comme ça, un peu plus simple. D'ailleurs, c'est pas du tout un des films les plus connus de Greg Araki, d'ailleurs. Il y a une femme dedans, je pense, la communauté gay. T'es l'âme. Alors non, western, c'est vraiment un genre de cinéma que je déteste. À la base, c'est tellement un truc chiant de mec qui va juste se tirer sur la gueule. Enfin, moi, vraiment, je ne comprends pas l'attrait. Le côté cow-boy, par contre, a pris une énorme place dans l'imaginaire LGBT, l'imaginaire gay, quand même, pas mal. Du coup, ça fait que maintenant, peut-être, on voit des choses à travers ce prisme-là. Mais moi, j'y pensais pas du tout. Quand est sorti Brokeback Mountain, la communauté queer s'est pas dit « Ah, cow-boy, trop stylé, on va se réapproprier ça ». Je pense que c'est parce que dans la musique, il y a Lil Nas X, il y a Orville Peck, il y a des gens qui viennent de la country, etc. qui ont commencé. Et puis après, du coup, quand t'as Beyoncé qui décide de refaire de la country, bon bah, en fait, d'un coup, bah voilà, la country redevient cool. Mais on a, en fait, à part Dolly Parton, on n'avait personne, nous, les queers, quoi, pour kiffer la country et kiffer les cowboys, quoi. Donc heureusement, Dolly Parton existe et Dieu merci, j'espère qu'elle va rester en vie tout le temps. La question de la violence, c'est un truc, c'est un sentiment, en tout cas un truc qui agit sur nous, et encore plus quand on est, je trouve, des communautés marginalisées, c'est qu'est-ce que ça crée. Enfin, c'est une question où j'ai toujours pas de réponse. C'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. C'est qu'on est presque avec, parce qu'on est dans un endroit, dans un monde où, globalement, on est obligé de l'emmagasiner très tôt, en tout cas de le subir, donc faut qu'on en fasse quelque chose. Il y a un truc qui m'obsède dans l'adolescence, du coup, dans l'idée de la création de la violence, disons. C'est pour ça qu'Elephant est important pour moi. Il y a un truc un peu comme ça, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait aux gens, comment elle s'exprime, et comment elle s'exprime surtout sur les jeunes ou les personnes marginalisées. Pareil, ça m'a mis longtemps avant de trouver, par exemple, des œuvres cinématographiques où le sexe dans la culture... Enfin, quand on montrait des personnes LGBT, bon, on les voyait se faire une accolade. Il y a le film Weekend qui a quand même pas mal changé de choses. Et puis il y a Queer as Folk, la série, où là vraiment il y avait du sexe frontal, enfin autant qu'on peut à la télé. Et ça a vraiment changé les choses. Mais j'ai rarement lié les deux, sexe et violence par contre. Pour l'instant c'est dissocié, mais ça existe dans mon même imaginaire, mais en tout cas elles se croisent pas. Je suis très romantique, je suis assez premier degré dans la romance, ce qui est globalement un truc qui n'a pas été très valorisé, je pense. En tout cas, suivant peut-être au 19e siècle, parce que je suis pas né à ce moment-là. Et puis, oui, il y avait tout un truc, par exemple, la communauté gay, quand elle était montrée, parce que les choses changent complètement, mais quand j'ai grandi, ce que je regardais,
c'est le sexe, quoi. C'est genre, c'est une communauté où, alors, c'est le sexe débridé, c'est les clubs, les boîtes, les backrooms, etc. Alors oui, et ça c'est génial qu'on ait pu inventer ça, qu'une communauté ait pu sortir le sexe du mariage et tout ça. Mais le romantisme avait du mal à s'inscrire, ou alors a été un peu vu comme presque un truc à abandonner de l'adolescence, de l'enfance. Moi j'ai toujours été très romantique, je trouve que c'est assez essentiel. Mais pas non plus dans un truc princesse Disney, quoi. C'est-à-dire que le romantisme, à l'époque, je trouve que je le ressentais très fort. En tout cas, l'envie d'être très premier degré par rapport à mes sentiments, comment je les exprimais aux autres, et de dire aux gens qu'on les aime, les amis comme les amours. Mais à l'époque, refaire l'amour, en fait, ça m'aurait plu comme titre, parce que moi, c'est quelque chose que je cherchais. Je me disais que le romantisme, il est tellement, genre, pas apprécié, pas valorisé. Il y a un truc à réinventer là-dedans, parce qu'en fait, genre, on le ressent tous. J'ai envie de dire des trucs un peu cons, en tout cas, d'être très simple dans ce qu'on dit, dans nos sentiments. Je compare par exemple beaucoup Skins dans ma tête. J'ai grandi vraiment avec cette fiction adolescente très dure où en fait ouais, le romantisme avait peu de place quand même, ou alors il était très tragique. Et quand je vois Sex Education, je me dis ok, en fait avoir des sentiments assez candides et les exprimer aux autres, ça redevient quelque chose de valorisé et moi ça me plaît. En tout cas le romantisme, c'est là qu'il se place et ouais, je suis très romantique. Je travaille sur ma première BD. Qui parlera du coup d'identité masculine, de violence, d'adolescence et de banlieue pavillonnaire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une des grandes marottes dans ma tête, c'est pour ça qu'Elephant fait partie un peu de mon panthéon. Et du coup, voilà, je travaille sur ma première bande dessinée, donc j'en ai encore pour, j'imagine, un an et demi de travail, tout au crayon de couleur. Et voilà, ça parlera de comment quand on grandit à l'adolescence avec les mêmes amis qu'on a depuis toujours, c'est-à-dire qu'ils sont censés être comme une famille, enfin des gens de confiance, quand notre identité commence à s'exprimer, les amis deviennent aussi les bourreaux. Et en fait, pour moi, j'ai grandi en tant que jeune gay, en tant que jeune PD, je dirais, même politiquement, plus fort, dans un espèce de syndrome de Stockholm, quoi. C'est-à-dire, les premiers hommes que j'ai pu aimer, c'était les pires mecs qui agissaient envers moi, donc j'ai dû désapprendre à avoir cette relation et du coup je me disais là il y a un truc à déceler, quoi.